Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe Dalide. Ça va, Philippe ? Ça va très bien, ça va bien rouler. Oui, j'espère. Allez, au sommaire de cette émission, jusqu'à 25 mètres et 60 tonnes. Les eurodéputés ont décidé d'autoriser les méga-camions dans toute l'Union européenne. Des méga-liners, comme ils disent, longs comme des terrains de tennis, méga pollueurs ou sources d'économie. On va en parler avec nos invités. Ce sera le débat du jour. Jean-Marc Rivera sera avec nous, délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens, et Geneviève Laferrer, pilote du réseau transport de France Nature Environnement. Selon une étude réalisée par Autohero en partenariat avec Nielsen Germany, plus d'un Français sur 3 envisage d'acheter une voiture dans les 3 prochaines années. Les Français se fient principalement aux conseils de leurs proches et des vendeurs en concession. Le prix, l'état du véhicule et les garanties sont les critères clés dans leur processus d'achat. David Mulberger, directeur Retail France chez Autohero, sera en notre compagnie. Et puis Optimum Automotive, entreprise française, experte en transformation des flottes d'entreprises et en mobilité durable à l'échelle internationale grâce à des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Elle propose une offre matricielle dédiée à la mobilité 360. Daniel Vassalucci sera avec nous, PDG d'Optimum, je vais arriver à le dire, d'Automotive. Et on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et pardon, j'étais en train de m'étouffer. Et le coup de gueule de notre auditeur du jour. C'est Guillaume qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et vous voulez pousser un coup de gueule sur l'arrêt du leasing social. Exactement. Voilà, j'ai été très surpris d'apprendre que le leasing social était déjà arrêté. Alors j'ai vu qu'il avait doublé, mais voilà, si l'État veut nous pousser les gens à acheter une voiture électrique, c'est peut-être pas la bonne méthode. Parce que là, une voiture à 100 €, c'était par mois, c'était l'idéal pour des gens qui n'avaient pas un gros budget. Et donc je comprends pas. Alors Guillaume, ce qui est important de dire quand même, est-ce que au départ c'était 20 000 voitures, c'est passé à 25 000, oui. Et là c'est 50 000 ménages qui en ont bénéficié, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai, mais je crois que j'ai entendu des rumeurs, alors j'espère que c'est pas vrai, que ça va être arrêté en 2025 parce que ça coûterait trop cher à l'État. Donc d'un côté, on nous dit qu'il faut rouler en voiture électrique, et d'un autre côté, ils arrêtent ça. Donc je suis assez déçu. Vous êtes des gens qui ont pas pu se décider tout de suite, dans de se renseigner. On est déjà en février, c'est déjà fini. En mars, c'est un peu dommage. Vous roulez en électrique, vous Guillaume ? Oui, depuis 2015. Oulala, ça fait 9 ans. Vous avez quoi comme voiture ? Vous êtes un précurseur. Ouais, là j'ai une Tesla Model 3, j'ai eu 2 Nissan Leaf. Deux Nissan Leaf, d'accord, oui, c'est des modèles assez anciens. Oui, d'accord, ok. Ouais. Effectivement, normalement, ça devrait prendre fin 2024, mais en tout cas, voilà. L'annonce avait été faite pour 20 000, c'est passé à 25 000 et à 50 000 ménages, qui est déjà plutôt pas mal. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir appelé pour ce coup de gueule. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le premier débat, et puis on va vous offrir des cadeaux. Des cadeaux, tiens, 2 places pour 2 gagnants pour la Coupe de Pâques. C'est le 30-31 mars et 1er avril prochain au circuit de Nogaro. Nogaro, c'est dans le Gers. Les places donnent droit à l'entrée pour les 3 jours de circuit avec un accès aux terrasses et au gridwalk. Le gridwalk, c'est les tribunes, le paddock. Alors, il y a du championnat de France FFSA des circuits, de la FFSA GT, GT4, l'Alpine Elf Cup Series. Allez, Nogaro, Gers 32 3 + 2 5. Le 5e appel au 0826 300 300 gagne 2 places pour la Coupe de Pâques les 30, 31 mars et 1er avril prochain sur le circuit de Nogaro. Et on est ravis de vous retrouver. Ça va, Philippe ? Ça va très bien. Oui. Ça va très bien. Ça appelle beaucoup pour gagner pour Nogaro. Ah oui, ça c'est bien. Le débat du jour, faut-il autoriser des méga camions sur nos routes, Philippe ? Oui, c'est un vote qui crée des remous depuis avant-hier. Les eurodéputés ont décidé d'autoriser les méga camions de 60 tonnes et 25 mètres de long dans toute l'Union européenne. Ces méga liners, comme on dit en anglais, sont censés permettre de réduire le nombre de trajets et donc la pollution. Mais certains craignent des routes engorgées, des chaussées défoncées et une concurrence défavorable aux ferroviaires. Jusqu'ici, ces camions longs comme des terrains de tennis n'étaient autorisés qu'en Scandinavie, Finlande, Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne. On va en parler avec nos invités. Jean-Marc Rivera est avec nous, délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis en face, Geneviève Leferrer, qui est pilote du réseau transport de France Nature Environnement. Bonsoir madame, merci d'être avec
avec nous. Qu'est-ce qu'un... déjà, on a envie de savoir pour bien comprendre, finalement, qu'est-ce qu'un camion long quand on parle de méga camions? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut commencer par Jean-Marc ou par Madame Laferrère. Allez-y. Chacun prend son lead. Bon, c'est extrêmement simple. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, pour être très très pédagogique, quand vous avez un véhicule poids lourd très classique avec ce qu'on appelle un véhicule tracteur, une remorque, ce sont des véhicules qui ont 19 mètres de longueur et pour un tonnage autorisé, donc au niveau européen de 40 tonnes, avec la possibilité pour des États membres qui en auraient fait le choix de pouvoir transporter jusqu'à 44 tonnes, ce qui est le cas en France. Le 25 mètres, c'est un véhicule qui est effectivement plus long, de 19 mètres à 25 mètres, et pouvant transporter jusqu'à 60 tonnes. Geneviève Laferrère, pourquoi est-ce que vous êtes contre ces gros camions, ces méga liners, comme on dit en bon français? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, plus on met de camions sur les routes et plus ça représente un danger, et qu'il y a quelque chose qui s'appelle le train, et qui peut transporter, lui, une vingtaine de camions, l'équivalent d'une vingtaine de camions, et du coup, le tous avec beaucoup moins de danger, puisque on n'est pas en confrontation directe entre usagers de la route ou de l'autoroute et ces méga camions. Mais est-ce que Jean-Marc Rivera, le fait d'avoir des camions un petit peu plus longs, ça veut dire que on réduit le nombre de camions, mais on a des camions un petit peu plus longs. En fait, ça s'équilibre, non? Alors pas du tout. Alors d'abord, je reconnais le discours de Geneviève, avec qui on a l'habitude de travailler régulièrement, mais je ne peux pas ne pas répondre et ne pas contester ce que j'entends. Aujourd'hui, la question de transporter les marchandises en longue distance autrement que par la route, ce qu'on appelle le report modal, que ce soit sur le fer ou sur le fleuve, ne fait pas de débat, même chez les transporteurs routiers. Nous appelons à ce report modal, mais il faut être extrêmement objectif. Tous les projections sur le report modal visent à doubler cette part de report modal, et quand bien même ce doublement serait atteint, la marchandise continuerait très majoritairement à circuler par le route à plus de 75%. Donc la vraie question n'est pas d'imaginer, c'est pas d'opposer les deux modes et de ne pas laisser croire que parce que des camions plus importants viendraient à circuler sur les routes, que demain il n'y aurait pas de report modal. La question sur le report modal pour nous est ailleurs. Et puis après la question des 25 mètres 25 exactement doit pour nous se poser différemment et sans ambiguïté. On peut utiliser ces véhicules autrement qu'à l'international, et c'est d'ailleurs très clairement ce que nous défendons comme idée, et nous partageons là pour le coup le point de vue de FNE de dire que ces camions-là n'ont pas vocation à être sur de la longue distance, ni même à franchir les frontières. Mais je rebondis sur ce que vous dites, Jean-Marc Rivera. Il y a quand même un impact sur nos routes de ces camions. Le poids sur la route, forcément, à force de ces camions, elle va commencer à se déformer aussi. Et on a déjà un réseau routier en très mauvais état en France. Il n'arrête pas de se dégrader. C'est une question. Non, mais votre question est tout à fait légitime. D'abord, les expérimentations qui ont pu être mises en place dans certains pays, et d'ailleurs nous appelons à ce que des expérimentations soient mises en France, ne démontrent pas que l'impact de ces véhicules est significatif. Tout simplement parce que les poids sont répartis différemment sur les essieux. C'est ça qui est important. C'est pas le poids total qui est important, c'est la répartition sur les essieux. Et puis, il faut le dire très clairement, aujourd'hui, ce n'est pas le poids qui est important dans nos véhicules. Ce sont les volumes. Nous transportons plus de volume que de poids. Même aujourd'hui, les véhicules à 44 tonnes ne pèsent pas 44 tonnes en réalité. Nous transportons beaucoup de vide. Commençons à regarder les colis. Regardez les colis que vous recevez sont parfois beaucoup plus légers qu'ils ne sont volumineux. Geneviève Laferrère, on parle du report modal, c'est-à-dire notamment sur le fer-routage. Mais est-ce qu'on a les infrastructures pour mettre les camions sur des trains? Est-ce qu'on les a? Parce que certaines personnes disent qu'on ne les a pas et que de toute façon, on n'a pas le choix. On doit rester dans le transport routier avec des camions plus ou moins longs, cependant. Alors, est-ce qu'on les a, est-ce qu'on les a pas? Il faut voir que depuis quelque temps, la SNCF et notamment sa filiale Fret a réinvesti massivement pour construire des plateformes multimodales,
pour remettre des entreprises en lien direct avec le rail. Et donc, du coup, cette arrivée de décisions européennes, alors que il y a un contexte soi-disant de Green Deal et un encouragement à doubler la part modale du fret ferroviaire, doubler la part modale du voyageur en train, on fait le chaud et le froid. Donc c'est ce qui nous choque particulièrement. Nous, on est content que les eurodéputés français n'aient pas voté la mesure. Et donc, on les en félicite parce que quelque part, comme le dit Jean-Marc, il faut un minima passer par des expérimentations. Nous, on s'appuie sur une étude allemande dont on dit que les Allemands sont contents, moyennant quoi l'étude allemande a démontré qu'il y avait eu une baisse de 20% du fret ferroviaire. Donc, on se dit que dans un pays qui va plutôt bien côté fret ferroviaire en Allemagne, avec un transfert du fer par la route qui fonctionne relativement bien, s'il y a une perte de 20%, nous, sachant que la France, déjà, on redémarre timidement, je veux dire, ça va freiner complètement, finalement, le transfert. Et donc, aujourd'hui, on construit à coups de milliards et de centaines de milliards une ligne qui s'appelle le Lyon-Turin. Oui. Et quand on nous justifie l'existence et la dépense en disant, oui, mais ça fera du transfert de la route vers le ferroviaire. S'il n'y a plus cette obligation de passer sur le ferroviaire, bah, quelque part, à quoi ça sert d'investir ? Il faut vraiment qu'on se repose la question de ces lourds investissements. Le canal Seine-Europe, c'est à peu près la même chose. C'est à coût de centaines de milliards qu'on crée des infrastructures en disant oui, mais comme ça, on va transférer de la route, on va transférer plus de la route vers le fluvial. Mais là encore, si on laisse du 60 tonnes, des gros volumes sur la route, on fait une espèce d'incohérence qui n'est pas explicable. Donc pour nous, arrêtons de disperser. Alors j'entends qu'il y a des problématiques de volume. On nous cite toujours Michelin qui a des pneus très volumineux qui ne pèsent rien. J'entends. Donc j'entends aussi qu'il y a des spécificités entre entreprises de livraison de pièces très volumineuses et résolvons et regardons spécificité par spécificité plutôt que de généraliser, sachant que certes, il y aura toujours 80%, on est bien d'accord, 80% de transport routier. C'est la question que je voulais poser. C'est des petits camions. C'est de plus en plus des petits camions adaptés à des fins ou du départ vers quelque chose ou de l'arrivée. Geneviève Laferrière, c'est ce que je voulais poser à Jean-Marc Rivera, justement. Il va falloir encadrer toutes ces voitures, en tout cas tous ces véhicules sur la route. Et comment on anticipe entre les véhicules légers, les véhicules lourds, les super lourds, comment on l'anticipe ? Est-ce qu'il va falloir taxer certains ? Comment ça va se passer ? Alors déjà, parler de taxes chez nous, ça a plutôt tendance à nous faire réagir. Mais je voudrais... chez tout le monde. Tout à fait. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Geneviève. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur un point. Et on est très clair dans nos positions. Est-ce que ces véhicules ont vocation à faire des trafics internationaux et à franchir les frontières ? Nous disons non. Alors, à quoi peuvent-ils servir ? Nous ne sommes pas non plus favorables à généraliser ce type de véhicules. En revanche, nous considérons que sur des trajets courts ou moyens, ce qu'on appelle nous de site à site, c'est-à-dire vous avez aujourd'hui des industriels qui produisent des pièces à tel endroit et qui les regroupent à un autre endroit pour faire des assemblages de leur outil. Vous produisez à un endroit, vous stockez à un autre endroit. Eh bien, entre ces deux sites, nous pensons qu'il faut mieux massifier notre transport. Et nous disons, dès lors que ce transport a été autorisé, qu'il est soumis à autorisation, ça veut dire quoi ? Qu'on a étudié que la voie, la route qu'il va utiliser est tout à fait adaptée à son profil, c'est principalement le réseau autoroutier, allons-y. Et là, nous jouons la carte environnementale qui devrait plaire à Geneviève. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce que vous êtes capable de mettre dans un 60 tonnes, vous n'avez qu'un seul véhicule qui tracte et qui émet des particules, qui a un impact carbone. Si Est-ce que je peux vous couper avant que vous finissiez, Jean-Marc Rivera ? D'abord, bien évidemment. D'abord, est-ce que c'est une demande de chez vous de longue date ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi ça arrive seulement maintenant ? Voilà, c'est ça ma question. Alors,
D'abord, oui, c'est une demande de longue date. C'est pas un sujet qui arrive récemment. C'est un vrai sujet que nous portons depuis longtemps. Et pourquoi les choses s'accélèrent, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que le secteur du transport routier, comme d'ailleurs l'ensemble des secteurs du transport, ont des obligations, des objectifs de décarbonation. Oui. La décarbonation de la route et du transport routier, du poids lourd notamment, vous l'obtenez de deux façons. Des travaux qui ont été faits sont très clairs. D'une part, sur le verdissement des flottes, c'est-à-dire sortir du diesel vers d'autres énergies. On doit pouvoir atteindre 50% des gains avec ce point-là. Et l'autre point, c'est mieux transporter, mieux massifier. Et nous considérons que ces véhicules-là, dans un cadre, je le répète, très réglementé, très encadré et sur un réseau tout à fait adapté, nous permettent d'avancer dans la décarbonation. Le sujet fait réagir au 0826 300 300. Cédric nous appelle, qui est chauffeur routier. Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir à toute l'équipe et merci de me laisser intervenir. Avec plaisir. Il y a de bonnes choses sur ces super méga camions. Moi j'en ai l'expérience. Je suis parti en Suède, j'ai travaillé là-bas et effectivement tout est adapté. En France, ici, c'est une fumisterie. C'est la plus belle bêtise qu'on va faire. Il n'y a rien pour se garer. On nous interdit, aux alentours de Béziers notamment, que les camions puissent se garer sur des endroits qui étaient plus ou moins des fois parking. Donc là, les méga camions, ils vont aller où? Ils vont être obligés de payer. Ça va être des paiements supplémentaires. Ça va générer de l'argent, encore une fois, où il va falloir qu'on paye des parkings spécifiques. Ça va être vraiment... En France, on n'a rien d'adapté. Vraiment rien d'adapté. On se bloque des fois dans des petites rues. Moi, je fais du convoi exceptionnel en plus de ça, donc je peux en parler. Je fais du 25 mètres de long. Donc, on se confronte des fois à des endroits où on doit livrer dans des petits villages avec des structurations qui sont impossible. On pas galère, adapté, on arrive à livrer, pas adapté. mais c'est pas du tout adapté. Oui, il n'y a rien d'adapté en France. Moi, je vois en Suède, j'ai vu en Suède, c'est adapté. Ils autorisent les infrastructures plus ou moins autoroutières, mais les nationales, elles sont larges, elles sont grandes, elles sont droites. Quand vous partez du sud de Trelleborg et que vous montez jusqu'à Göteborg et tout ça, vous avez 350 km, c'est de la ligne droite. Ici en France, on n'a rien. Il faudrait prendre que l'autoroute. Et quand vous allez livrer n'importe quoi, je peux vous dire n'importe quoi, un ferronnier dans l'Aveyron ou descendre comme on a fait, on a mis en place des éoliennes du côté de Saint-Afrique. Il a fallu bloquer des routes les journées entières. On va laisser répondre Jean-Marc Rivera forcément à ce que vous dites. Jean-Marc Rivera. Alors, je partage tout à fait ce témoignage. Oui. Alors, d'abord, le transport exceptionnel, c'est pas nouveau. C'est parfois même encore plus encombrant et plus lourd que le 25 mètres 25. Mais ça s'organise. Mais une fois de plus, je partage le fait de dire que ces véhicules-là, de toute façon, n'ont pas vocation à circuler partout, parce que de toute façon, le réseau n'est pas adapté. Le milieu urbain ne l'est pas, les routes nationales ne le sont pas. Pour autant, nous avons en France un réseau autoroutier qui est quand même relativement dense, et rien que sur ce réseau, nous considérons, nous, qu'il peut y avoir une pertinence d'étudier ce qu'on appelle, nous, du transport de site à site, principalement sur de la courte et de moyenne distance. Le 25 mètres 25 ne va pas tout résoudre, bien évidemment. Nous sommes très loin d'une généralisation, et d'ailleurs, nous ne souhaitons pas cette généralisation, mais c'est une option, et on trouverait dommage que la France, comme elle est souvent très réticente à tout ce qui va être expérimentation innovante. On est souvent les derniers de la classe. Alors par contre, pour d'autres sujets, on est plutôt les premiers de la classe. Mais quand il s'agit d'innovation, on est rarement les premiers. Geneviève Laferrère, pour vous, la messe est dite, ou on va passer par des essais où les camions de 60 tonnes, c'est très bientôt sur nos routes? Alors du coup, le vote, lui, européen, ne met aucune contrainte et donc laisse les pays se débrouiller un petit peu avec la patate chaude. Donc j'entends en effet qu'on peut complètement encadrer les choses, et nous, notre intervention maintenant, elle va être de se tourner vers nos députés, notre assemblée parlementaire, pour les prévenir. Parce que j'ai beaucoup aimé le témoignage de votre chauffeur routier. En effet, aujourd'hui, les rayons de giration ne sont pas adaptés. Les autoroutes, même si on ne reste que sur des autoroutes, les parkings ne sont pas du tout à dimension. Donc, ça veut dire qu'il va falloir imperméabiliser encore plus d'espace. Aujourd'hui, on est dans un enjeu de réduire l'artificialisation des sols. Là, il va vraiment falloir se poser des questions par rapport à l'accueil de ces méga camions. Allez, le mot de la fin avec Jean-Marc Rivera.
Je vous laisse je vous laisse pas comme ça, vous inquiétez pas. Mais non, mais le débat était très intéressant et tout à fait constructif. On voit bien qu'on n'est pas dans une opposition frontale et sans sens. Mais par contre, je rebondirai sur les derniers propos de Geneviève. Nous savons que dans le cadre, par exemple, de la transition énergétique et de tout ce qui pourrait être l'électrification des poids lourds, il va falloir demain réfléchir aux conditions de recharge des poids lourds. Et nous savons que cela va impliquer non seulement d'être des bornes, mais plus que des bornes, de repenser, de réaménager toutes les aires de stationnement. Donc la question du foncier, du stationnement et des parkings se pose, et notamment également pour nos conducteurs, les conditions d'accueil de nos conducteurs qui sont aujourd'hui déplorables, et notamment chez un certain nombre de nos clients, mais c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Rivera, délégué, peut-être que vous allez devenir député général, organisation des transporteurs routiers européens. Merci beaucoup Geneviève Laferrère, pilote du réseau Transport de France Environnement Nature. Merci d'avoir été avec nous et merci à notre auditeur Cédric de nous avoir appelé. Dans un instant, on va revenir sur... Et la gagnante des 2 places pour Nogaro, c'est Sophie de Marmande dans le Lot-et-Garonne, à qui on dit bravo et qu'on embrasse. Dans un instant, on va revenir sur une étude réalisée par Auto Héros qui dit entre autres qu'un Français sur 3 envisage d'acheter une voiture dans les 3 prochaines années. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France, c'est un petit peu l'actualité de l'automobile, même carrément l'actualité de l'automobile. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. Et avec cette information, près de 8 Français sur 10 choisissent leur voiture en fonction de son prix en priorité. Alors notre invité spécialiste, David Mulberger, est avec nous, directeur Retail France chez Auto Héros. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette étude menée avec Nielsen Allemagne nous apprend quand même pas mal de choses sur nos acheteurs potentiels aujourd'hui. Exactement, comme vous disiez, le prix, c'est pas tellement une surprise, mais ce qui nous a surpris, c'est que ce 8 Français sur 10, donc c'est énorme, c'est le principal critère d'achat. Et deuxième chose, on a également interrogé les Français sur leurs sources. Comment est-ce qu'ils se renseignaient pour acheter une voiture? Et on a été surpris d'apprendre la diversité de ces sources. C'est-à-dire qu'il y a à 40% les vendeurs, à 40% la famille, il y a du Google, de la presse, des réseaux sociaux, c'est très varié. On va en parler. Alors, pour le prix, d'habitude, la voiture, on pense que c'est quand même un objet passion. Le prix, est-ce qu'on achète désormais plus un prix qu'un produit? Quand on achète une voiture, quand on voit, c'est 77%. Il faut savoir, c'est que les prix ont beaucoup évolué depuis ces dernières années, principalement depuis la pandémie qui a vraiment rabattu les cartes. Donc aujourd'hui, on est sur des prix qui... si on prend comme référence 2019, donc pré-pandémie, en 2022, les prix avaient augmenté de quasiment 45-50%. Des voitures d'occasion, voitures équivalentes. Donc c'est vraiment énorme. Là, les prix se sont assagis. On est plutôt, on va être 15-20% au-dessus par rapport au niveau de 2019. Mais donc forcément, c'est-à-dire qu'avec le même budget qu'il y a 5 ans, on a une gamme inférieure. Donc c'est pour ça que c'est le principal critère. Alors, est-ce que ça explique par hasard le succès des marques low cost comme Dacia, le fait que maintenant on achète avant tout un prix? Moi, je me suis posé la question. Quand on regarde, c'est intéressant parce que si on regarde les ventes de véhicules neufs, donc il y en a quasiment 2 millions en France, mais la moitié sont vendus en direct à particuliers. Après, l'autre moitié, c'est principalement des flottes de loueurs courte durée, qu'on connaît. Et la première marque en vente à particulier, c'est Dacia, comme vous dites, effectivement. Après, même Dacia, je disais, je crois que c'était la dernière voiture neuve qui était en dessous de 10 000 euros il y a 1 an, et c'est plus le cas. Donc, même Dacia est impacté par l'inflation. On avait dit que le digital, finalement, allait révolutionner la vente automobile et on se rend compte que finalement l'humain reste la porte d'entrée la plus importante. Ouais, c'est vrai que c'est un produit, c'est le deuxième poste d'achat des Français. Donc c'est pas quelque chose qu'on va acheter à la légère, en regardant quelques heures sur Internet. Le premier c'est le loyer, le deuxième c'est la voiture. Exactement, voilà. Et pour beaucoup de gens, c'est aussi quasiment aussi important au quotidien que d'avoir un toit au-dessus de la tête. Donc c'est important. Et du coup, les gens effectivement vont beaucoup vont aller se renseigner sur différentes sources, à la fois dans leur réseau, mais aussi auprès des concessionnaires et de la presse en ligne. Le second critère, c'est l'état du véhicule pour 64%. Est-ce que les gens sont prêts à faire, par exemple, une exception sur la sécurité pour avoir un prix moins cher? Alors. Moi, en tout cas, de ce que nous on vend chez Auto Héros, il n'y a pas d'exception sur la sécurité, c'est clair. Oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, aujourd'hui, il y a 5 millions de voitures qui s'échangent en France d'occasion. La moitié, elles ont plus de 11 ans. Oui. Et un quart a plus de 15 ans.
Et donc c'est un énorme marché qui est pas touché par les professionnels, parce que nous c'est des produits qu'on ne sait pas garantir au-delà de 11 et même 15 ans. Et bon, au-dessus de 15 ans, c'est clairement il y a un aléa mécanique ou sécuritaire qui est là, et c'est 25% du marché aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on a une voiture d'occasion, on rachète une voiture d'occasion, mais c'est quoi? Est-ce qu'on connaît à peu près l'âge moyen de la voiture qu'on rachète? Alors aujourd'hui, l'âge moyen, il va être, comme dit, c'est environ 50% du marché au-dessus de 11 ans, 50% en dessous, donc c'est vers 10-11 ans. C'est aussi l'âge moyen du parc. Après voilà, nous en tant que professionnels, l'âge moyen de ce qu'on vend est plutôt aux environs de 5-6 ans. Encore une fois, parce que c'est un produit qu'on est à même de garantir, oui. Sur lequel on est à même de garantir la sécurité du client. Et justement, le troisième point, c'est les conditions de garantie incluses dans le prix d'achat pour 50%. Est-ce qu'on peut négocier une augmentation de garantie comme geste commercial ou moyennant une hausse de prix? Ça se fait, ça se fait très concrètement. De toute façon, une voiture, non mais de toute façon, le prix est important, les garanties sont pas importantes, donc c'est une discussion à avoir avec son vendeur. Et encore une fois, la voiture, une fois que vous l'avez achetée, souvent on s'endette sur 4, 5, 6 ans pour un véhicule. Donc c'est un objet avec lequel on va rester. Autant prévoir, et se couvrir contre ce qui peut arriver sur le véhicule. Ouais. Est-ce qu'on est dans la transition écologique? Parce que là, j'ai pas vraiment l'impression que ça intéresse qui que ce soit chez vos clients. Sur l'occasion, en général, en tout cas. Ouais, sur l'occasion, la part de l'électrique l'an dernier, c'était 1,4% des ventes. L'hybride, je crois qu'on est à 4%. Bon, ça se comprend parce qu'en fait, on est sur l'hybride, l'électrique surtout a explosé encore une fois après la pandémie. Donc le marché est un peu trop jeune. Le marché est trop jeune, c'est des véhicules qu'on voit pas encore tellement en occasion. Et quand je vous disais que 50% des gens achètent un véhicule de plus de 11 ans, principalement parce qu'ils sont contraints par le budget, là, les véhicules électriques qui ont 3-4 ans sont encore beaucoup trop chers. Ouais. Et c'est quel type de véhicules? Ce sont plutôt des citadines, plutôt des familiales, et des SUV, c'est quoi comme type de voiture? La France est plutôt un marché de citadines. Ouais. Je pense que ça fait au moins 20 ans, je pense que la Clio et la 208 et ses prédécesseurs 207, 206 sont en tête des classements. Ouais. Alors, avant d'acheter une voiture, les Français se tournent d'abord vers les conseils d'amis et de la famille, 39% à égalité avec les vendeurs de concessions. Les Allemands et les Italiens, ils préfèrent la famille et les amis à 48 et 45. Est-ce que ça veut dire quoi? Parce qu'un vendeur de concession, ils se disent, lui, il a un intérêt, parce que s'il vend, il va avoir une commission. À quoi c'est dû, cette défiance? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une défiance. En fait, je pense qu'il y a différentes étapes. De toute façon, nous, ce qu'on voit, c'est que tous les clients ont besoin de nous parler. Nous, on vend pas mal de nos véhicules, directement à distance. Mais tous nos clients ont besoin de nous contacter, de nous parler pour échanger sur le véhicule. Après, on a fait un des clients qui sont très bien renseignés. Et nous, c'est là où on était surpris dans l'étude, c'est qu'on pensait que les clients étaient très bien renseignés parce qu'ils allaient faire le tour des forums, de Google, des articles de journaux. Et en fait, toutes ces infos, ils les ont de leur famille, de leurs proches, de leurs amis. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui touche sa vie en automobile. Donc voilà, c'était un peu la surprise de l'étude pour nous. Et comment on est par rapport à nos voisins, justement? Est-ce qu'on est plus regardant, ou est-ce que finalement, par rapport Philippe parlait des Italiens et des Allemands, on est comment en matière de comportement? Je pense que je vais donner un peu un stéréotype, mais on est à mi-chemin entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. C'est un peu vrai géographiquement aussi, soit dit en passant. Donc dire qu'effectivement, en Allemagne, vous avez une qualité des véhicules, un panier moyen qui est bien plus élevé. Ouais. Une clientèle qui est extrêmement regardante sur la moindre petite rayure sur le véhicule, ce qu'on va moins avoir en France, notamment sur l'occasion. Par contre, on a un marché qui je pense, est beaucoup plus sécurisant par rapport à des pays d'Europe du Sud, en termes de droits du consommateur, mais aussi de professionnalisation. 63% des acheteurs sont motivés par le meilleur rapport qualité-prix des voitures d'occasion par rapport aux neuves, et 40% mentionnent la dépréciation rapide du neuf comme un facteur clé. Est-ce que les occasions ont vraiment la cote? Parce que ça décote vite une voiture en général. Ouais, j'ai pas fait exprès pour le jeu de mots cote décote, je suis désolé. Non, mais je pense que tout le monde le sait, une voiture d'occasion, c'est un bon rapport qualité-prix. Et je vais peut-être revenir sur ce que vous disiez sur Dacia. C'est un des succès de Dacia aussi, c'est que c'est une voiture qui déjà est relativement un bon rapport qualité-prix lors de l'achat neuf, mais qui aussi se déprécie assez peu en occasion, parce que c'est des véhicules qui sont recherchés. Après, est-ce que les Français entretiennent leur voiture? Ça aussi, c'est un vrai sujet. Est-ce que sur ce marché, le second marché, est-ce que les voitures sont plutôt en bon état? Alors, il y a tout. Moi, je vais parler de ce que je connais. Donc, quand on achète à un professionnel, donc on achète à AutoHero par exemple, nous, il y a un standard qu'on se doit de respecter. Nous, par exemple, on va vendre des véhicules qui sont reconditionnés. Donc, ça veut dire qu'on va déjà les inspecter. On va pas acheter n'importe quoi, parce que derrière, il faut qu'on les vende dans un certain standard. Ouais. Ce qui permet au client, en fait, d'avoir uniquement à focaliser son choix sur le modèle et pas se dire, celui-ci, je vais pas la prendre parce qu'il y a une incertitude sur l'entretien, il y a la carrosserie qui est en mauvais état. Exactement.
Et une dernière question, les magazines automobiles imprimés 14%, les médias automobiles en ligne 16% et les programmes télé automobiles 11% sont faiblement prescripteurs? Ouais, je pense en fait la presse automobile est aujourd'hui et surtout sur le neuf. C'est-à-dire qu'on a on a d'excellents reportages sur le neuf, il y a beaucoup d'essais, c'est une excellente source d'information sur le neuf. Par contre l'occasion pour moi il y a un angle mort, voilà, parce qu'il y a l'occasion, vous avez tous les modèles qui sont sortis au cours des 15 dernières années, c'est énorme et là-dessus la presse n'est pas tellement présente. Oui. Eh ben nous on est là, vous voyez comme quoi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. David Mulberger, directeur Retail France chez Auto Héros. Absolument. Et on avant va encore de partir, faire un heureux ou une heureuse. Oui, une heureuse peut-être ou un heureux. Oui. Allez-y. 2 fois 2 places pour. Il y a maintenant 2 places pour gagner pour la Coupe de Pâques. Le week-end de Pâques, 30-31 mars, 1er avril à Nogaro. Il y a l'Alpine Elf Cup Series, le Porsche Sprint Challenge International. Alors, tiens, gagnante était de Marmande, Sophie, 47, 7 et 4, 11. Le 11e appel au 0826 300 300 gagne 2 places pour la Coupe de Pâques sur le circuit de Nogaro. Qu'est-ce qui compte bien? Allez, on revient dans un instant, à tout de suite. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. On parle de voitures, on parle d'entrepreneurs aussi. Et ça, c'est important. L'entreprise de la semaine, c'est Optimum Automotive avec Daniel Vassalucci qui est avec nous, président directeur général. On va parler de cette entreprise. Ce qui nous intéresse aussi, forcément, c'est l'homme et c'est l'entreprise, la naissance de cette entreprise qui est aujourd'hui encore, que vous considérez encore comme une start-up alors c'est une start-up qui a un petit peu de bouteille quand même. Oui, on a un petit peu de bouteille. Tout d'abord, bonsoir et merci de m'accueillir. Avec plaisir. Effectivement, on a un petit peu de bouteille puisqu'on va dans quelques jours fêter notre 18e année. Ah, enfin la majorité. Voilà, ça y est, c'est vous allez pouvoir voter, c'est bien. Absolument. Et oui, il y a une histoire sympathique parce que c'est vrai qu'on a créé ça à deux il y a 18 ans. Donc, et aujourd'hui, on est présent sur 3 continents. On équipe pas mal de voitures, plusieurs centaines de milliers de voitures, et c'est vrai que c'est une belle histoire pour nous, quoi. Et surtout, on emmène des collaboratrices et des collaborateurs sur plusieurs continents, c'est sympathique. Alors justement, vous êtes en point pour la décarbonation des flottes automobiles. Comment faites-vous? Ça marche par l'IA, ça marche par le big data, comment ça marche? Je crois que vous avez employé 2 mots magiques, la data et l'IA, c'est-à-dire qu'effectivement l'idée d'abord c'est de collecter de la donnée, de faire en sorte qu'on ait l'ensemble des éléments susceptibles de nous amener à appliquer ensuite des algorithmes. Alors on peut appeler ça de l'IA, des algorithmes. Et avec ces éléments-là, on donne la possibilité aux entreprises de mieux comprendre les usages et donc finalement de prendre des décisions éclairées par rapport à l'ensemble des données. Alors des décisions pour réduire les coûts, des décisions pour réduire l'empreinte carbone, des décisions pour passer à l'électrique, etc. Donc l'ensemble des challenges qu'aujourd'hui un gestionnaire de flotte de véhicules a au quotidien. Est-ce que ça veut dire que les flottes, ce qu'on appelle les flottes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les entreprises qui ont des véhicules qu'ils donnent, ou en tout cas qu'ils prêtent à leurs collaborateurs. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les flottes d'entreprises françaises sont encore loin du compte en matière d'électrification ou de transition? Alors oui, on est loin du compte puisqu'on ne dépasse pas les derniers chiffres sont à peu près à 11%, mais bon, ils sont peut-être un petit peu édulcorés. Ceci dit, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de l'hybride, maintenant on commence à être sur l'étape électrique. Mais oui, on est loin du compte parce qu'il y a énormément de contraintes et le réglementaire est une des contraintes. Dans votre décarbonation, est-ce que vous mettez seulement l'hybride électrique ou d'autres choses comme par exemple l'hydrogène, l'éthanol, etc. Et est-ce que ça concerne tous les types de véhicules, les VP, les VU, les PL, les TP, etc. Travaux publics, poids lourds, etc. Alors désormais on peut dire que ça concerne tous les types de véhicules. Je vais laisser les poids lourds de côté. Nous on est plutôt spécialisés sur les VP et les véhicules commerciaux, c'est le type utilitaire. C'est un VP parfois où on enlève la banquette arrière qui devient un VU. Ça peut y ressembler effectivement. Mais ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui ça concerne tous les véhicules de l'entreprise et donc l'accompagnement effectivement il se doit d'être pluriel, c'est-à-dire d'analyser à la fois quels sont les conducteurs, quel est l'usage des véhicules et à partir de là on prend les décisions, quoi. Alors on va
revenir sur la loi, la loi L'Homme justement sur la mobilité qui impose une transition de la flotte. 50% des flottes d'entreprises de plus de 100 véhicules d'ici 2030. On le disait il y a quelques instants, il y a quand même beaucoup de travail. C'est un vrai sujet. Oui, le retard est colossal, donc il y a beaucoup de travail. Peut-être a-t-on été d'ailleurs ambitieux sur ces dates, y compris d'ailleurs, on l'a vu récemment avec l'application des ZFE, les fameuses zones à faible émission, où on s'aperçoit que finalement on fait un petit peu en arrière, ou en tout cas on va moins vite que prévu. Donc pour la LOM, on est à peu près dans la même démarche. Je pense qu'il faudra du temps, mais il y a quand même des initiatives intéressantes qui nous permettent d'espérer que à horizon, peut-être pas 2030, mais plus loin, on obtienne quand même des résultats. Vous allez fêter vos 18 ans, mais vous avez déjà une sacrée internationalisation. Vous êtes présent en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Absolument, on est présent sur les 3 continents. Pas mal en Afrique, puisqu'on est sur 25 pays en Afrique, 6 pays en Europe et 2 pays pour l'instant en Amérique du Sud. Mais les problématiques sont les mêmes, finalement. On a été étonnés, ça fait 8 ans qu'on est en Afrique, mais finalement les problématiques, alors pas de décarbonation, mais de prise en considération des conducteurs, etc., et sont exactement les mêmes en Afrique, parce que les parcs sont là aussi, et de fait, on les accompagne de la même façon que ce qu'on accompagne les entreprises européennes. L'impact sur une entreprise, la décarbonation d'une flotte, pour qu'on se rende compte, parce que ce sont des mots parfois un peu barbares pour ceux qui nous écoutent, ça peut aller de quoi à quoi, par exemple, si on peut donner combien ça coûte à l'entreprise et combien ça va lui rapporter à un moment donné si on est passé par la décarbonation. Alors l'objectif justement... C'est un peu flou ce que je vous dis. Non, mais je comprends la question. En fait, l'objectif pour nous, c'est justement que ça ne coûte pas. C'est-à-dire qu'on amène l'entreprise à décarboner tout en faisant des économies. Donc en fait, on allie les deux objectifs que nous nous sommes fixés chez Optimum Automotive, faire en sorte que les coûts baissent sur les flottes automobiles, mais également qu'on décarbone. Et si on appréhende bien à la fois la donnée et les outils, et qu'on adapte vraiment le programme véhicule par véhicule, conducteur par conducteur, au contraire, le fait de décarboner va permettre d'économiser. Est-ce qu'on peut avoir un exemple Oui, en fait, l'exemple, il est assez pluriel, parce que quand on prend un exemple, on essaie de voir un petit peu sur quel vecteur on va travailler. D'accord. On va travailler sur le conducteur, on va travailler sur la transition énergétique, on va travailler sur la quantité de kilomètres parcourus, on va travailler sur 4, 5, 6 leviers qui vont permettre chacun non seulement d'impacter sur la réduction de carbone, mais également sur la réduction des coûts. Et donc c'est en kilos, voire en tonnes, voire en centaines de tonnes. Chaque année, en fin d'année, on fait une analyse sur l'ensemble des parcs de nos clients et on leur mesure à la fois qu'est-ce qu'ils ont économisé financièrement et qu'est-ce qu'ils ont économisé en termes de rejet de carbone. Et des entrepreneurs contents, heureux. Absolument. Vous proposez un nouveau service qui s'appelle, je vais prendre l'accent français, Trip Keeper. Oui. En fait, Trip Keeper, appelé aussi pack de mobilité, c'est quelque chose qui permet aux entreprises d'aller un petit peu plus loin. Très rapidement, historiquement, on est des spécialistes, je le dis depuis tout à l'heure, de l'optimisation des flottes, c'est-à-dire de tout ce qui va rouler, de tous les véhicules. Ceci étant, nos clients, notamment les plus gros, nous ont donner de nouveaux challenges, puisque aujourd'hui ils veulent analyser non seulement les flottes de véhicules, mais l'ensemble de la mobilité. Parce qu'on peut utiliser aussi autre chose. On voit de plus en plus l'utilisation de la mobilité douce. Donc de fait, il fallait qu'on maîtrise l'ensemble des dispositifs permettant aux collaborateurs de se déplacer. Tout ce qui n'est pas des pieds, c'est ça que vous voulez dire. Et donc ce pack de mobilité permet de mesurer l'ensemble des outils que vous allez utiliser pour vous déplacer, et donc d'accompagner aussi à la réduction des coûts, non pas uniquement sur les flottes de véhicules, mais sur l'ensemble de la mobilité. Et après, il y a toute une pédagogie, bien entendu, à mettre en œuvre. Et visiblement, vous le faites très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Vasalucci, président directeur général d'Optimum Automotive. Merci beaucoup à Jean-Marie Bordry d'avoir préparé cette émission. Merci beaucoup à Astrid Sergent aussi, d'avoir piloté aussi une partie de ses invités. Merci Philippe. Merci. On se retrouve demain. Non, pas moi, vous, mais pas moi. Je vais prendre un jour de repos. Enfin seul. Alors Jean-Marie Bordry, on en parlait, vous allez le retrouver à 20h pour l'allocution du président de la République, mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Allez, et le gagnant, c'est Franck de Toulouse pour 2 places à Nogaro. Qu'on embrasse. Bravo, passez une belle soirée. Salut, à demain.